Bonjour, merci d'être présent à la rencontre aujourd'hui. Ça fait plaisir de voir quand même qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par l'initiative d'identification des zones clés pour la biodiversité. Donc, la rencontre d'aujourd'hui a comme objectif de faire une présentation très sommaire de qu'est-ce que l'outil d'identification de zones clés pour la biodiversité, ou KBA, pour Key Biodiversity Area. Donc, qu'est-ce que l'outil, comment se développe l'initiative au Canada et où nous en sommes au Québec. Donc, moi, je suis Kim Gauthier-Scampard, je suis la coordonnatrice régionale pour le Québec. Je suis aujourd'hui accompagnée de mon collègue Gabriel Bergeron, qui travaille à l'identification des zones clés pour la biodiversité. Et nous sommes également avec Kira Ratsep-Ern, qui est la directrice nationale pour les KBA, qui va commencer la présentation. Donc, je vais commencer avec le partage d'écran. Et je vais laisser la parole à Kira. Et merci beaucoup, Kim. Alors, bonjour à tout le monde. Merci d'être venu, d'avoir pris le temps aujourd'hui de nous joindre pour apprendre un peu sur les zones clés pour la biodiversité. Je pense qu'ils sont assez pertinents pour la conservation à l'échelle nationale, mais aussi ici à Québec. J'ai quand même quelques diapositives pour vous présenter le projet à l'échelle nationale, mais la partie la plus importante, c'est qu'est-ce qu'on fait au Québec. Et c'est Kim et Gabriel qui vont parler de ça. Alors, je vais donner un bref résumé du programme national d'identification des KBA. On utilise KBA de toute manière, même pour les zones clés pour la biodiversité. Ça marche pour tout le monde. Et après, je passerai la parole à l'équipe du Québec. Alors, les zones clés pour la biodiversité sont quelque chose de très en particulier. Sont pas seulement des endroits où il y a beaucoup de biodiversité. Il y a plusieurs critères pour être une zone clé pour la biodiversité. Alors, la définition globale, ce sont des sites qui contribuent de manière significative à la persistance de la biodiversité. Alors, c'est vraiment conservation à l'échelle du site. Et alors, ce sont des sites qui ont une proportion importante d'une espèce en péril, d'une espèce rare, d'un écosystème en péril, etc. Alors, ce sont des lieux qui vont être reconnus à l'échelle internationale ou nationale, les deux, pour leur valeur en biodiversité, qui devront éventuellement faire l'objet d'un type de gestion, si c'est pertinent. Alors, l'approche globale est axée sur les éléments de biodiversité, les espèces, les écosystèmes, l'intégrité écologique. Et alors, chaque site doit être évalué contre une de ces critères. Alors, il y a 5 critères et des sous-critères aussi. On peut identifier les KBA pour une espèce, pour plusieurs espèces, tout accent, des écosystèmes aussi, les écosystèmes rares ou en danger dans les milieux aquatiques, marins et terrestres. Alors, c'est un outil qui peut être utilisé à travers le pays. Ces critères ont été développés sur 12 ans de discussion et de testing par le partenariat mondial de scientifiques, de gouvernements, de ONG. Vous pouvez trouver tous les détails sur les critères. Je ne vais pas entrer dans tous les détails maintenant. Et les directives pour leur application. Par exemple, les normes de données, les spécifications, il y a beaucoup de règles. Dans le standard global, KBA, il y a un standard national aussi qui l'accompagne et aussi des lignes directrices qui l'accompagnent aussi. Alors, tout est là, beaucoup de règles. On ne va pas présenter les tous aujourd'hui, mais sont assez développées. Prochaine diapositive. Alors, le travail de KBA, au moins au début, a été inscrit dans le processus Pathway de Canada Target 1, qui était un processus national, mais avec la participation de presque toutes les provinces et territoires, et populations autochtones aussi. Les gouvernements à toute échelle ont demandé pour l'identification des KBA pour s'intégrer dans la planification des aires protégées et s'assurer que la gestion de l'environnement prend en compte les zones clés pour la biodiversité. Alors, c'était vraiment basé sur l'idée de aires protégées et d'augmenter l'aire des aires protégées au Canada, mais avec l'idée que ces aires devraient être
localisés dans des endroits qui sont vraiment importants pour la biodiversité, pour éviter la perte des espèces et des écosystèmes. Alors, la plupart des gouvernements au Canada, ils prêtent attention et ont adapté les KBA comme une norme mondiale qui sélectionne les sites qui sont d'une importance disproportionnée pour la persistance de la biodiversité, espèces et écosystèmes. Prochaine. Alors, les objectifs de biodiversité après l'an 2020, parce que c'était basé sur les Aichi Biodiversity Targets, et c'est plus ça. Maintenant, on a le Global Biodiversity Framework. Alors, on est en train de affiner tous les objectifs pour les prochains 10 ans, mais ils incluront les KBA en tant qu'objectif ou indicateur de protection, mais protection d'endroits de qualité pour la biodiversité. Prochaine. Et on espère, mais c'est clair que ça se passe déjà, que ces KBA obtiendront une attention mondiale. Et aussi au Canada, ça devient de plus en plus important. Alors, il y a beaucoup d'attention nationale à travers le gouvernement fédéral, mais aussi à travers les ONG qui travaillent à l'échelle nationale aussi. Toutes les grandes ONG nationales au Canada travaillent là-dessus. On est un grand partenariat, on s'aide entre nous et presque toutes aussi sont en train d'intégrer les KBA dans la planification et les priorités de leur organisation de leur travail. Alors, il est important que chacun comprenne que ce qu'il est et comment il est identifié, les KBA, parce que c'est encore quelque chose de très particulier. Et c'est très, très important que les experts obtiennent la meilleure expertise pour participer. Alors, comment est-ce que les zones s'insèrent dans le paysage de la conservation? C'est vraiment une base de données, une information layer qui peut être utilisée de la manière la plus pertinente. Alors, dans la conception des aires protégées, dans l'établissement de dossiers pour la direction, planification de l'utilisation des ressources et des terres aussi, les impact assessments, les évaluations environnementales. Mais je veux juste dire une chose, c'est que même si les KBA composent une partie très importante de la collection de données pour informer ces types d'activités, c'est juste une type d'information. On est très convaincus qu'on doit utiliser les informations qui sont complémentaires aussi. Alors, sur la connectivité, la représentativité, les valeurs bioculturelles, les KBA n'incluent pas tous ces aspects de la conservation, des valeurs qui sont très importantes aussi, mais c'est un outil qui capte des valeurs qui sont très importantes et qui ne sont pas vraiment captées par des autres outils qui existent déjà. Alors, ça devient de plus en plus important parce que c'est complètement quantitatif. Il y a beaucoup de trust dans cet outil. Et on va faire un peu de traduction après. OK, prochaine. Alors, quelques précisions pour décrire l'outil un peu plus. C'est un outil robuste et quantitatif, comme j'ai dit. Les lignes directrices sont très claires, sont basées sur des seuils quantitatifs fixes qui ont été testés pour tous les groupes taxonomiques à travers le monde. C'est sans négociation. Alors, il y a plusieurs outils pour considérer les aires les plus importantes pour la biodiversité, où c'est un mélange de information quantitative et information qualitative. Par exemple, les EBSA, qui sont des aires importantes marines pour la biodiversité. C'est basé sur des données, mais aussi on peut négocier où ça devrait être, où les KBA sont sans négociation. S'il y a un KBA, s'il y a des données qui montrent qu'il y a des espèces qui sont là dans des proportions qui atteignent les seuils, c'est un KBA. On ne peut pas dire que c'est pas. Les KBA peuvent être de n'importe quelle taille aussi, dans la limite du raisonnable de ce qui est un site. C'est vraiment encore, c'est pas un landscape scale conservation, c'est site scale. Alors, ça doit être un site, mais au Canada, les sites sont un peu plus grands que dans la majorité des pays au monde. Les KBA peuvent contenir un ou plusieurs éléments de la biodiversité.
on découvre des KBA qui sont très importants pour une plante rare, par exemple, mais on a des endroits aussi où il y a plusieurs espèces en péril, des écosystèmes, des espèces rares, et ils sont tous regroupés. On a des KBA qui sont comme les Galapagos de Canada. Il n'y a aucune prescription en matière de gestion qui vient avec l'identification d'un KBA, aucune incidence sur l'accès aux terres. Ça, c'est très important pour pouvoir travailler et collaborer avec toutes les personnes qui ont de l'intérêt dans la conservation de la biodiversité. Par exemple, on ne propose pas de faire des aires protégées pour chaque KBA. On le laisse à les personnes qui vivent et travaillent dans des endroits en particulier pour décider qu'est-ce qu'on fait avec cette information. Peut-être on fait déjà de la gestion appropriée déjà, community stewardship, ou s'ils sont dans des endroits avec des populations autochtones, ils ont une autre manière de gestionner la biodiversité là. Alors, c'est pas toujours des aires protégées qu'on a besoin, mais c'est un outil pour protéger la biodiversité. Finalement, c'est une source complémentaire d'informations sur la biodiversité pour améliorer la prise de décision et la planification de priorités de conservation. Prochaine. Pour identifier toutes les KBA à travers le Canada, c'est un assez grand projet. On utilise une démarche très collaborative. Le processus d'identification des KBA se veut le plus collaboratif possible. Alors, on voit dans les photos, on avait un atelier pour des espèces d'eau douce à Montréal, c'était avant la pandémie. On était tous là, mais récemment, on a eu le premier atelier en personne encore à Sherbrooke avec l'équipe du Québec. C'était incroyable et bien organisé. Merci à l'équipe du Québec. Alors, le partenariat pour le partage des connaissances et des données, c'est très important. On travaille avec NatureServe Canada à travers le Canada. On travaille avec tous les centres de données de conservation, de Conservation Data Centers. On travaille avec des musées, des experts à travers le Canada pour identifier les meilleures données et pour interpréter les données d'une manière raisonnable aussi. On a vraiment besoin des experts. On ne peut pas faire le travail sans experts. Il y a un accent sur la discussion et la co-construction avec les personnes qui ont de l'intérêt dans ce processus. Tout type d'information est valable ici. La révision des sites avec des parties prenantes est très important aussi. On prend beaucoup de temps pour identifier sont qui les personnes qui devraient savoir qu'on pense qu'il y a un KBA sur les terrains ici ou là. On les implique si on peut. S'il y a de l'intérêt et s'il y a des capacités. Mais on est aussi disponible pour donner des séances, des sessions d'information, des trainings aussi. Et on a fait ça pendant les derniers 3 ans, on a fait ça beaucoup. Prochaine. Alors, la structure du KBA Canada est un peu comme ça. À gauche, c'est la structure du programme mondial et à droite, la structure de la coalition KBA canadien. On a toutes les NGO nationales en haut et ils font partie aussi de notre comité de gestion du programme. On a un secrétariat WCS Canada, Wildlife Conservation Society Canada, mais aussi notre secrétariat est partagé entre Birds Canada parce qu'ils font le travail d'identifier les KBA des ICO, les zones importantes pour les oiseaux qui ont été déjà identifiées à travers les 2 dernières décennies. Alors, ils sont en train de transformer les ICO en KBA maintenant et on travaille beaucoup avec eux et NatureServe Canada aussi. Alors, notre secrétariat est partagé entre ces 3 institutions, mais maintenant, il y a des milliers de personnes qui ont contribué à ce processus aussi. Prochaine. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris au moins une année pour planifier le tout, mais le travail est en train de progresser très rapidement maintenant. On a identifié plus que 400 KBA qui sont nouveaux, identifiés pour des espèces qui ne sont pas des oiseaux, 70 pour des écosystèmes. On a 450 pour des oiseaux qui ont
sont en train de faire cette transition que j'ai parlé. Je pense que ça va nous prendre 4-5 ans pour terminer la majeure partie de l'identification des KBA. On est comme 6 mois à 1 an entrés dans le processus dans presque toutes les provinces et territoires. Comme j'ai dit avant, il y a des centaines, probablement des milliers d'experts, des ONG, de gouvernements impliqués dans le travail d'une manière ou autre. Les KBA font déjà partie de la planification fédérale des aires protégées et aménagement du territoire, surtout dans quelques provinces. Par exemple, la Colombie-Britannique l'utilise déjà dans la planification du territoire, mais le gouvernement fédéral, c'est une des priorités pour identifier des nouveaux aires protégées au Canada. On veut travailler avec les provinces et territoires beaucoup parce que c'est à cette échelle que les décisions sont prises sur le territoire. Alors, on priorise ça aussi. Il y a une comité de gestion, le secrétariat. On est assez développé maintenant. On est prêt pour faire tout le travail qu'il faut pour terminer l'identification de toutes les KBA au Canada. Juste pour dire que le registre national, c'est quelque chose qui est presque terminé, va être lancé en octobre 2022. Alors, on attend ça. C'est très, très beau, le site. Et toutes les données, toute l'information, il y a beaucoup d'informations, de données qui viennent avec chaque site, va être disponible gratuitement au public. C'est pour toute la communauté de conservation du Canada pour utiliser ces données. Si vous voulez vérifier sont où les KBA pour le moment, on ne les publie pas avant qu'ils soient révisés par toutes les parties prenantes et les experts. Alors, ça prend beaucoup de temps. On attend beaucoup de réponses des fois. Mais alors, on a publié une carte de toutes les KBA en progrès au Canada. Ils ne sont pas tous ici. L'équipe de Québec vont nous dire que c'est la majorité des sites qu'ils ont identifiés jusqu'à date sont sur la carte déjà, mais vous pouvez voir que ça augmente chaque jour. On a 456, la semaine dernière, on avait à peu près 420. Alors, on identifie des nouvelles sites chaque semaine. Mais on peut faire une petite exploration sur le site ici. C'est sur le site kbacanada.org. Et vous pouvez explorer et voir les sites sont pour quelles espèces, sont où exactement. Si vous avez des données de l'intérêt dans des sites, vous pouvez nous contacter aussi. Il y a toujours de l'espace pour la collaboration à chaque étape du travail. La pertinence potentielle des KBA par rapport aux objectifs de conservation fixés par les Autochtones, c'est une question qu'on demande toujours. Alors, on a eu des ateliers nationaux pour demander aux communautés autochtones est-ce qu'il y a de l'intérêt dans les KBA? Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez participer? Alors, les KBA constituent un outil de gestion neutre, comme j'ai dit avant. Il est donc possible d'en faire un usage utile, même si ce n'est pas pour les aires protégées, ça pourrait être pour des aires protégées et conservées indigènes, les APCA, IPCA en anglais. Et les APCA et les KBA ne sont pas désignés pour les mêmes raisons, mais les analyses visant les KBA peuvent servir à appuyer les propositions d'APCA ou fournir des données convaincantes supplémentaires démontrant l'intérêt des APCA ou d'autres aires importantes, par exemple. Et tous les types de connaissances se prêtent aux analyses de KBA, mais à part ça, c'est juste, on fait l'approche aux communautés, on leur demande s'ils ont de l'intérêt dans le processus, s'ils veulent participer. On est là pour expliquer qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ce n'est pas, et avoir une discussion sur comment ça pourrait être utile. Et je pense que c'est le dernier diapositive. Juste pour dire qu'on travaille avec une approche régionale parce qu'on croit que le travail doit s'inscrire dans le contexte de conservation de chaque province ou territoire. C'est là où les décisions sont prises. Il doit aussi appuyer sur le travail qui a déjà été fait. Il y a beaucoup de travail dans chaque province et région et on doit impliquer les experts régionaux et baser nos exercices sur les travaux qui existent déjà et voir si c'est complémentaire, si ça double l'effort.
Alors, jusque-là, on a eu des belles discussions dans chaque province et territoire. Il y a beaucoup d'intérêt dans cet outil parce que les gens pensent que ça apporte quelque chose de nouveau, quelque chose de très quantitatif, très robuste. On peut avoir, c'est le mot encore, trust dans les outcomes. Et alors, les gens pensent que les résultats sont très crédibles et légitimes. Aussi parce qu'on a ce processus qui est très collaboratif. Alors, je vais le laisser là. Je suis contente de répondre aux questions que vous avez, mais peut-être, je ne sais pas si peut-être Kim et Gabriel vont me présenter en premier. Et merci beaucoup. Je pense qu'on a confiance dans les résultats. Merci. Donc, merci, Kara. Je pense qu'on va présenter notre partie en premier pour s'assurer de rentrer dans le temps, puis on va essayer de laisser un 20 minutes, une demi-heure pour les questions à la fin. Donc, je vais vous présenter je vais vous présenter un peu d'informations sur ce qui se passe ici au Québec. Donc, comme on l'a vu précédemment, il y a des initiatives régionales qui sont développées dans chaque province. Dans la plupart des endroits, c'est développé à même Wildlife Conservation Society, où il y a des gens qui sont mandatés pour identifier les KBA, avec la collaboration de nombreux partenaires. Ici, au Québec, par contre, l'initiative elle est basée à l'Université de Sherbrooke. On est au laboratoire d'écologie intégrative qui est dirigé par le professeur Dominique Ravel. Et puis, l'initiative, elle est développée dans le cadre du réseau de suivi de la biodiversité. Ça, c'est un réseau de partenaires qui travaillent à faire justement un suivi de la biodiversité provinciale. On travaille aussi en partenariat avec le programme de formation BIOS 2 en écologie numérique. Donc, le fait d'être basé à l'Université de Sherbrooke, d'être en milieu universitaire, ça l'amène plusieurs avantages parce qu'on développe, bon, il y a l'identification des zones clés pour la biodiversité, mais il y a beaucoup aussi de projets parallèles qui sont développés. Par exemple, il y a Varina, qui est une étudiante au doctorat qui travaille pour identifier les KBA pour les espèces rares. Donc, elle développe une méthode de modélisation pour ça. On offre également, on fait aussi, l'initiative se développe aussi avec plusieurs stagiaires et des assistants de recherche. On a des étudiants de premier puis deuxième cycle qui travaillent directement sur l'identification des KBA ou sur des projets connexes, comme par exemple développer des outils numériques pour faciliter la révision technique, par exemple. Et dans le laboratoire aussi, un des avantages, c'est qu'on a une expertise technique en écologie computationnelle, fait qu'on peut travailler pour voir s'il est possible d'automatiser la méthode, par exemple. On travaille aussi avec de nombreux partenaires qui sont des collaborateurs, mais aussi des partenaires financiers. Donc, l'initiative au Québec est rendue possible avec collaboration du CRSNG, mais aussi avec Environnement, Changement climatique Canada et Conservation de la nature Canada pour l'instant. C'est les partenaires principaux. Donc, cette diapositive-là présente le réseau, juste pour donner une idée du réseau de collaboration qu'on a ici dans le laboratoire. Donc, le fait d'avoir des partenaires sur le terrain, des partenaires universitaires, du secteur gouvernemental, ONG de conservation, secteur privé, mais ça permet de rejoindre quand même plusieurs collaborateurs, d'avoir un bon réseau de contacts et aussi, on l'espère, de relayer plus facilement l'information sur les KBA au Québec. Donc, nos cibles d'action pour l'instant, c'est de faire l'identification des KBA pour les espèces qui sont bien documentées, pour commencer.
Donc, les espèces pour lesquelles il y a des évaluations COSEPAC, pour lesquelles, qui sont suivies par le CDPNQ, ou c'est ça, qui sont bien documentés, ou pour des sites à haut taux d'endémisme, par exemple l'estuaire de Saint-Laurent, la région de l'Outaouais, Gatineau, les monts Chic-Choc. On travaille principalement avec 3 critères du standard global. Donc, on identifie des sites qui abritent des espèces menacées. Mais pas seulement ça, on identifie aussi des sites pour des espèces qui sont géographiquement restreintes et des sites qui sont importants pour les processus biologiques d'une espèce. Donc, ça peut être, par exemple, des aires de mise bas pour les caribous, des frayères pour les poissons, par exemple. Et puis, comme Kira l'a mentionné, il y a une série de critères mondiaux, mais il y a aussi des critères nationaux. Donc, nous, on vise à identifier les KBA qui ont une importance autant à l'échelle nationale qu'à l'échelle mondiale. Le projet au Québec a commencé en 2019, tranquillement. Comme ça a été mentionné au début, il y a eu une période d'adaptation, de formation, pour mettre en place la méthode pour identifier le KBA, puis aussi le réseau de contacts. Donc, à l'automne 2019, on a commencé par identifier une liste d'espèces prioritaires ou de sites prioritaires pour évaluer si on pouvait identifier des KBA. Et ça a impliqué beaucoup de recherches de littérature, puis le développement de contacts. Donc, on a fait nos premiers contacts avec le provincial, avec le fédéral, par exemple avec Parc Canada. Et puis, on a eu aussi beaucoup de discussions avec des experts taxonomiques, des experts en biodiversité puis en conservation. Tout ça, ça nous a permis à l'automne 2021, de vraiment commencer l'identification des sites. Donc, on a identifié une série de sites pour des plantes vasculaires. Ces sites-là sont maintenant prêts pour leur révision. Et puis, parallèlement, on a continué de rassembler l'information pour identifier les sites pour la faune. Et en mai, il y a 2 semaines, on a eu notre premier groupe de travail en personne post-pandémique pour identifier les zones importantes, les KBA pour le Québec méridional, le sud du Québec, Québec méridional. Et on en est là présentement. Donc, les prochains mois vont servir à compléter l'identification des sites pour les plantes et pour la faune et pour la flore. Donc, voilà. Alors, comme Kim le disait, là, il y a quelques semaines, on a eu notre premier groupe de travail en personne à l'Université de Sherbrooke. Et le progrès qui a été fait dans les dernières années, puis les contacts qu'on a fait au fil du temps, nous a permis de rassembler beaucoup d'experts autour de la table. On était 26 participants de 12 organisations différentes, autant de milieux universitaires que des ministères, que des organismes de conservation, que des experts indépendants. Et avec ce groupe de travail-là de 3 jours, on est allé mettre l'accent sur le Québec méridional pour aller identifier les zones clés pour la biodiversité dans cette région-là. À la suite du groupe de travail, on a réussi à évaluer plus de 200 espèces de faune et de flore du sud du Québec méridional, qui étaient situées dans plus de 42 sites à travers la région. Aujourd'hui, l'initiative au niveau du Québec, on est avec plus de 35 sites qui sont prêts pour la révision, majoritairement des sites pour les plantes, comme le travail a commencé un peu plus tôt. On a plus de 20 sites qui sont en préparation, donc qui nous manquent seulement certaines informations avant de pouvoir les envoyer en révision. Et finalement, on a 20 sites, plus de 20 sites qui sont des sites potentiels qui nous ont été suggérés par différents experts, mais qu'on doit continuer un peu l'analyse. Pour vous donner une idée de la distribution des sites, comme vous pouvez voir sur la carte, on a des sites situés aux îles de la Madeleine, dans la péninsule de la Gaspésie, les montagnes vertes en Estrie qui sont des très bons sites. On a aussi l'estuaire fluvial au niveau de la zone des marais où on a plusieurs plantes endémiques à l'estuaire. Et finalement, il y a des régions ou des sites qui sont plus urbains, qui sont plus proches des grands centres populeux comme la rivière des Mille-Îles à Montréal. En tout, on a des sites qui ont été identifiés pour 52 espèces, dont 30 espèces
de plantes au niveau de la flore et 22 espèces de faune. Les prochaines étapes dans le projet au Québec, dans le fond, ça va être d'aller identifier et d'achever les KBA qui ont été déjà préparés, dont ceux qui sont sortis du groupe de travail. Donc, on va devoir valider les sites qui ont été identifiés pour la faune et les envoyer, ces sites-là, ainsi que ceux de la flore, dans le processus de révision technique et de révision générale au secrétariat national et global pour que les sites soient acceptés et qu'ils soient publiés. Ensuite, on va organiser d'autres rencontres, notamment avec des experts dans les groupes taxonomiques ou les régions du Québec qui n'ont pas été couverts par nos activités, notamment les plantes non vasculaires, le nord du Québec, les insectes, les arthropodes et les milieux marins. Finalement, un autre de nos objectifs au niveau de l'information et de la communication, c'est de faire participer le plus grand nombre d'acteurs au processus d'identification des KBA au Québec, donc d'aller chercher autant les communautés autochtones que les gestionnaires de milieux naturels, de organismes de bassins versants, les ONG de la conservation, avec lesquels on a beaucoup de discussions, mais aussi les MRC et les autres acteurs locaux. Donc, il y a plusieurs façons de s'impliquer dans le projet, comme ça a été mentionné plus tôt. On veut que le projet, que l'initiative soit collaborative, on veut impliquer tout le monde qui sont intéressés à s'impliquer. Il y a différentes façons de contribuer au projet, entre autres partager des données sur la biodiversité ou sur certains sites. Aider à la délimitation des sites. Donc, les personnes qui ont une connaissance fine du territoire, c'est toujours apprécié d'avoir une discussion avec eux là, pour pouvoir faire une délimitation fine des sites. Commenter les propositions de KBA. Donc, on veut intégrer les commentaires des parties prenantes pour les sites. On a aussi besoin d'experts en biodiversité et en conservation pour participer au processus de révision technique. C'est vraiment révisé. Nous, dans notre proposition, on regarde que chaque espèce atteigne des seuils très précis. Donc, c'est de réviser cette information-là. Et puis, communiquer avec nous, communiquer vos contacts, des personnes qu'on pourrait contacter pour avoir de l'information particulière. Donc, on vous invite à parler de l'initiative puis à nous écrire si vous avez des questions. Mais premièrement, on va ouvrir le micro pour n'importe qui aurait des questions à nous poser. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Oui, c'est moi qui ai la parole. Oui, c'est vous qui avez la parole. Ah, merci pour la présentation. Moi, je regarde le processus, puis c'est comme si je voyais qu'il y avait un processus d'identification pour la flore. Après ça, il y a un autre parallèle pour la faune, mais y a-t-il un processus d'intégration pour déterminer des KBA où il va y avoir une plus-value autant pour la faune et la flore, ou bien non, c'est deux processus parallèles qui vont aboutir à la même place? Non, on a commencé par la flore parce que c'est quand même un peu plus simple comme information à traiter. Donc, on a identifié des sites qui étaient seulement pour la flore, mais on cherche quand même dans nos sites s'il y a d'autres espèces qui sont présentes. Et puis, ensuite, on intègre cette information-là. Dans le groupe de travail qu'on a eu en mai, par exemple, on avait des experts de flore et de faune. Puis là, on a révisé chacun des sites pour savoir est-ce que ces sites-là sont pertinents pour d'autres espèces que ceux identifiés dans le processus. Donc, ça semble être deux processus différents, mais c'est le même. C'est juste qu'on les a fait un peu en étapes par facilité, en fait. OK. J'avais une autre question, je peux en profiter? Oui, oui. Mais dans la première présentation, c'était indiqué que le processus d'identification allait s'échelonner sur encore 4-5 ans, alors que quelques diapos plus tard, les sites allaient être disponibles en octobre là, sur votre plateforme. Fait que là, je suppose que vous avez un calendrier des prochaines étapes à venir qui pourrait être partagé avec les gens. Oui, juste pour dire que le site national, c'est le registre national pour le KBA, va être mettre en... comment est-ce qu'on dit ça? Launched en octobre 2022, mais ça ne va pas être complet, pas du tout. On va avoir peut-être
100 ou 200 sites qui ont passé par toutes les étapes de révision, qui sont acceptés au niveau national et global, qui seront sur le site. Et après ça, on va continuer à passer tous les sites qu'on a identifiés. Maintenant, il y a 900 avec les oiseaux et les pas oiseaux qui passent par les étapes de révision. Alors, ça va prendre quelques années de plus pour les mettre toutes sur le site. OK, C'est un site qui va être mis à jour en continu, en fait. Oui, Donc, c'est ça. dès qu'il y a un nouveau KBA qui va être accepté, il va être mis en ligne sur... c'est juste que là, pour l'instant, le portail qui est utilisé, c'est comme la version 1.0. OK, merci. Merci. France. Oui. Ici, France, puis Marielle. ah ouais. Non, France. France. Oui, c'est moi. Bonjour. Bonjour, moi je suis du Club d'ornithologie de Longueuil. Nous sommes le gardien des deux ICO qui ne sont pas malheureusement pas retenus comme KBA. C'est deux marais, le marais de Beauharnois puis de Saint-Timothée. Ces marais-là sont en état très avancé de décomposition là, dû à la présence des espèces envahissantes, le roseau commun. Là. Donc, si on comprend bien, ces sites-là étaient déjà abandonnés. Là, ils vont être encore plus abandonnés parce qu'ils ne sont pas des KBA. Donc, moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui arrive aux sites qui étaient des ICO et qui ne sont pas retenus comme KBA. Je peux répondre à celui-là aussi. Oiseaux Canada sait qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent, qui sont des caretakers de ces sites ICO qui existaient depuis plus longtemps. Alors, c'est très important pour les communautés, pour les organisations communautaires de conservation aussi. Et on voit ça et on voit l'importance de ça. Alors, je sais que les sites ICO qui ne vont pas être des KBA parce qu'ils n'atteignent pas les seuils, vont continuer à être des ICO. Alors, Birds Canada, pour le moment, ne va pas abandonner le site IBA. Alors, c'est une transition assez lente. On espère, durant ce temps, qu'on pourrait peut-être trouver des autres espèces qui atteignent les seuils. On ne sait pas. Juste pour les insectes, ça serait intéressant de faire une exploration. Mais si ce n'est pas possible, au moins, ils vont rester des sites importants pour la communauté sous le nom de IBA ou de ZICO. Mais on peut, il y a une personne de Oiseaux Canada qui est ici aujourd'hui. Elle pourrait peut-être ajouter ou on pourrait vous mettre en contact avec elle. Bien, si je peux me permettre de compléter, on a assisté récemment à un projet de développement du site parce que les gestionnaires du site, c'est un parc régional, c'est le parc régional linéaire de Beauharnois. Puis les gens qui avaient été mandatés, là, c'est une firme qui avait été mandatée pour développer notamment les pistes cyclables du site, n'étaient même pas au courant qu'il y avait des ICO sur leur site. Ils n'étaient pas au courant du statut de ZICO. Donc, en tout cas, permettez-moi d'être sceptique, là. Non, je suis d'accord et on apprend beaucoup de l'expérience des ICO. Les ICO, ils étaient identifiés avec un processus assez top-down. On essaie d'apprendre, on travaille beaucoup avec Oiseaux Canada pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Il y a des ICO à travers le Canada qui sont très bien gérés. Mais il y a plusieurs ICO que personne ne sait que ça existe là. Alors, nous, on est en train de faire beaucoup de communication et outreach sur les KBA pour éviter cette situation de se répéter. Alors, c'est une grande partie de notre travail de partager le processus, qu'est-ce que c'est un KBA, pourquoi est-ce que c'est important avec tous les gouvernements, avec les municipalités, avec tout le monde. Mais ça prend assez de temps. On a besoin d'aide de nos partenaires aussi. Et ouais, je ne peux pas dire plus grand-chose que ça pour le moment, mais nous, on fait le travail du science, mais nos partenaires font beaucoup plus de gestion des sites après. Oui, Madame Grenier, je pense
que c'est Madame Grenier, vous pouvez poser votre question. Ah, je crois que là. Donc, ce serait Catherine. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, OK. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour toute cette information très intéressante. J'aimerais dire d'abord, nous, on est les gardiens de l'ancienne ZICO de la baie de Gaspé. Et je suis vraiment contente de voir qu'on est déjà à Global Key Biodiversity Area. On ne savait pas. C'est une très bonne nouvelle. C'est-à-dire que c'est maintenant sa désignation pour maintenant et l'avenir. Oui, oui. OK, oui, excellent. Mais en fait, ces sites-là, oui, il a été identifié. On est encore dans le processus d'évaluation technique, donc on n'a pas encore passé à l'autre étape qui est de rentrer en contact avec les parties prenantes, là, mais il a effectivement été identifié pour un KBA global. Oui, c'est excellent. Et j'avais une autre question concernant la ZICO des monts Chic-Choc. Ce n'est pas un KBA. Ce qui nous préoccupe là-dedans, c'est le caribou. Alors, on se demandait s'il serait possible pour le ZICO des monts Chic-Choc devienne un KBA pour aider à la conservation du caribou. Oui, c'est une excellente question. Le site des Monts Chic-Choc, ça a été un site qu'on a parlé à notre groupe de partage d'informations avec les experts en mai dernier. Puis, on a justement parlé du caribou des Monts Chic-Choc, le caribou de la Gaspésie. Mais sur les Monts Chic-Choc, il y a aussi une quantité vraiment incroyable d'espèces qui sont endémiques aux montagnes, donc qui sont endémiques au niveau mondial. Donc, c'est sûr à 100% que les Monts Chic-Choc, pour le caribou, mais aussi pour d'autres espèces de plantes et d'insectes, vont être un KBA identifié au niveau global, donc au niveau planétaire. Il y a un processus qui n'est pas complété, mais de voir la délimitation du site qu'on a identifié pour les espèces des Monts Chic-Choc et les ICO du Mont Chic-Choc, et puis de faire une intégration des sites. Ça, c'est pas encore fait. Donc, la délimitation finale n'est pas décidée ou n'est pas encore proposée, mais c'est un travail qui est en cours. OK, merci beaucoup. Merci à vous. Donc, la prochaine personne, c'est Mme Catherine Fortier. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, moi, je suis nouvellement en poste comme agente de l'environnement pour la réserve mondiale de la biosphère du lac Saint-Pierre. Donc, c'est un peu nouveau pour moi, tous ces concepts-là. Puis, je me questionnais aussi faire la distinction entre les KBA et les autres mesures de conservation efficaces par zone, qui est un autre concept que j'entends parler. Je voulais juste voir là, la distinction. Je ne sais pas si vous pouvez m'en dire un peu plus là-dessus. Je pourrais répondre, mais c'est seulement que mon français n'est pas assez bon pour le répondre très bien. Mais conservation en zone, c'est conservation spatial planning. Est-ce que c'est la même chose? Oui, c'est les autres modes de conservation. Excuse-moi, j'ai pas le... OACMs, OK, ouais. Je comprends. Alors, c'est totalement différent. Un OACM, c'est plutôt comme un aire protégé, mais sans cette protection légale. C'est complètement différent parce que KBAs et les zones clés pour la biodiversité, c'est juste un exercice qui prend les données qu'on a disponibles déjà et avec l'expertise, et on identifie les endroits qui sont les plus importants pour la conservation de biodiversité. Et après ça, on doit faire une décision. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette information?
on peut créer des aires protégées pour protéger la biodiversité. On peut établir un OECM. Je ne sais pas l'acronyme en français. Alors, c'est une mesure de protection ou de gestion, le OECM. Pourtant, le KBA, c'est une information, c'est une base d'information avec lequel on peut prendre des décisions, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut protéger, comment est-ce qu'on va les protéger. On peut utiliser le OECM, on peut utiliser une aire protégée, on peut juste avoir du community stewardship. Alors, il y a beaucoup de décisions à prendre par les personnes qui sont proches du site, mais notre travail, c'est juste le processus scientifique pour savoir sont où ces endroits. Et ils sont agnostiques. On les découvre dans des endroits qui sont déjà des aires protégées. On les découvre dans des municipalités, dans des endroits urbains. On les découvre dans des champs agricoles. On les trouve au nord du Canada, dans des endroits très wild, mais aussi partout. Alors, ils sont un peu agnostiques qu'est-ce qu'on fait avec l'information. Et c'est ça la distinction. Je ne sais pas si ça vous aide. Oui, merci. Je pense que je comprends. C'est comme plus un outil qui, par la suite, va nous permettre de définir de quelle façon, si le milieu naturel n'a pas encore de statut de protection légale, de quelle façon on pourrait le désigner, dans le fond. C'est ce que je comprends. C'est ça. Alors, ce sont des endroits qui sont disproportionnellement importants pour la persistance de la biodiversité. Si on perd ces sites, ces KBA, on perd une grande proportion d'une espèce ou d'un écosystème. C'est un endroit où c'est très concentré, la biodiversité. C'est très important pour la persistance de la biodiversité. Mais si je peux me permettre, j'ai encore un peu de temps. Est-ce que, parce que nous, sur notre territoire, une réserve mondiale avec les critères de l'UNESCO, on doit avoir des aires centrales et des aires tampons qu'on appelle. Donc, nous, en ce moment, on est en révision de ces zones-là. Puis celles qu'on a considérées pour l'instant, c'est vraiment seulement celles qui étaient déjà dans le registre des aires protégées là, du Québec. Mais on aimerait évaluer s'il n'y aurait pas possibilité d'en ajouter. S'il y a des KBA qui sont ajoutés de votre côté, j'imagine que les organismes concernés sont informés d'une quelconque façon. Disons qu'il y en a sur notre territoire. Là. Oui, je vais demander à Gabrielle et Kim de répondre sur le lac Saint-Pierre, mais juste avant ça, je vais dire qu'on a un partenariat avec l'organisme national des réserves biosphères. Alors, on a eu des réunions souvent avec toutes les gérants des Biosphere Reserves à travers le Canada. Et surtout, on a travaillé beaucoup avec celles qui, on sait qu'il y a des KBA là-dedans. Alors, on va continuer à vous informer de qu'est-ce qu'on trouve dans les biosphères et on peut continuer cette conversation. Oui, puis si je peux ajouter, dans notre groupe de travail avec les experts qu'on a eu il y a 2 semaines, là, le lac Saint-Pierre est sorti aussi comme un bon site pour plusieurs KBA qui sont en ce moment sont pas très avancés. Là, on vient juste des identifier puis on commence à travailler dessus. Mais ça va me faire plaisir si vous voulez rentrer en contact avec nous puis on va pouvoir vous partager un peu qu'est-ce qu'on a pour le moment puis vous tenir informés de nos développements. Il n'y a pas de souci. Super, merci beaucoup. Oui, René Charret, prochain. Bonjour. Oui, bonjour, René Charret, je travaille à la CEPAC et je me trouve à coordonner la conservation pour l'ensemble des parcs nationaux du sud du Québec. J'aimerais savoir, est-ce que les zones clés pour la biodiversité peuvent être incluses dans les aires protégées ou d'entrée de jeu, c'est exclu? En fait, il faut vraiment, quand on identifie la zone du KBA, on fait abstraction de tout ce qui est les autres couches d'information. On garde seulement l'information de la biodiversité. Alors, on veut chercher à faire la frontière qui est la plus cohérente pour l'espèce ou pour le groupe d'espèces. Donc, si cette frontière-là, elle est par-dessus un parc national ou partiellement par-dessus ou totalement à l'extérieur, on en fait abstraction. C'est seulement à la fin du processus où est-ce qu'on va indiquer, par exemple, que ce KBA-là qui est identifié a une superficie qui est 50% couverte par une aire protégée légale, que ce soit un parc national ou une autre aire de conservation. Donc, vraiment, on cherche à regarder partout. Puis ça donne que oui, on a des aires protégées qui ont des KBA à l'intérieur,
Il y en a qui sont plus grandes que l'aire protégée, puis il y en a qui sont seulement circonscrites à l'intérieur. Bien, parfait. Je voudrais tout simplement vous offrir, là, on a beaucoup d'informations dans chacun des parcs. À ma connaissance, on n'a pas été consulté, donc ça nous fera plaisir de collaborer avec vous pour la suite des choses. Ben oui, certainement. On a écit déjà pour avoir des contacts à la CEPAC, mais comme un numéro générique, une adresse générique, là, fait que d'avoir une personne contact, ça va nous faire bien plaisir. Je prends votre. Je suis la bonne personne. Super. Merci. Prochaine personne, Monsieur Jacques Larrivée. Oui, Monsieur Jacques Larrivée, vous pouvez ouvrir votre micro. Ça va? Oui, là, on vous Bon, entend. bonjour, Jacques Larrivée, je suis le gardien de la ZICO de Rimouski, excusez-moi. Et puis, si je comprends bien ce que j'ai entendu jusqu'à maintenant, le processus pour qu'une ZICO soit considérée en partie ou totalement là, dans un KBA est initié par votre équipe. Est-ce que je me trompe? Ben, il y a un processus qui est en cours qui permet où chacune des ICO est évalué avec les critères KBA pour voir si ils atteignent les seuils pour être un KBA national ou global. Et toutes les autres pour lesquelles, par exemple, il y aurait une carence en données sont également identifiées. Puis là, ben, il y a plus d'évaluation qui doit être faite pour faire cette transition-là. Okay. Ça répond à la question. En partie, oui. Éventuellement, on va être informé, je pense, s'il y a des développements. Oui, c'est l'objectif. C'est vraiment, il il y a pour l'instant, c'est un projet qui est en cours de développement, là. Fait que il n'y a pas tant de monde sur le terrain encore qui ont été développés, puis c'est l'objectif justement là, de rentrer en contact avec vous. Donc oui, je viens de vérifier aussi. C'est pas nous qui travaillons sur les ICO, c'est Oiseaux Canada, mais je viens de vérifier sur leur site que le ZICO de Rimouski va être un KBA global. Alors, ça a été analysé. Maintenant, je pense que ça doit être révisé, les données. Je peux vous mettre en contact avec les personnes qui sont en charge de ça. Okay. Merci. Ça va pour moi. Parfait. Prochaine question, je crois que c'est Gabrielle Lalande. Oui, bonjour. Je suis chargée de projet au Parc de la Rivière-des-Mille-Îles, Éco-Nature. Éco-Nature, c'est l'organisme qui gère le Parc de la Rivière-des-Mille-Îles. On est en processus en ce moment d'agrandissement de notre refuge faunique. Donc, c'est sûr, on a beaucoup d'informations aussi concernant la biodiversité sur la Rivière-des-Mille-Îles. C'est nous qui sommes les gestionnaires un peu de ça. Il y a déjà un refuge faunique qui est présent. Donc, ça fait une vingtaine d'années qu'on est sur le terrain à vraiment connaître bien notre terrain. Je viens d'aller regarder sur la cartographie là, sur le site de KBA Canada. Puis je vois qu'il y a spécifiquement deux KBA qui sont identifiés en processus là, sur la Rivière-des-Mille-Îles. Donc, j'aimerais savoir c'est quoi les critères qui a permis. Est-ce que c'est possible de recevoir l'information par rapport aux critères qui ont permis d'identifier ces KBA-là sur notre territoire? Puis aussi, là, je tends la main là, pour une collaboration pour qu'on puisse faire la révision, puis aussi vous partager, voir comment on pourrait là, faire un partage avec vous des informations qu'on a sur notre territoire avec toute la biodiversité qui est présente ici. Puis, ben justement, là, ce site-là, c'est un site vraiment intéressant. Il a été identifié, entre autres, pour, là, j'ai le nom de la plante en latin, c'est le Justicia americana. Son nom en français m'échappe pour le moment. Et le site en fait, il y a le site au nord et le site au sud. Ces deux sites-là vont être fusionnés en un seul KBA suite à notre rencontre avec les experts. Puis, il est presque terminé. Puis on était rendu bientôt justement à rentrer en contact avec les acteurs locaux. Fait que je suis super content que le timing fasse ça, parce qu'on vous avait identifié comme des gens qu'il fallait qu'on contacte pour justement
faire cette révision-là. Ça va me faire plaisir de regarder avec vous un peu les frontières, les limites, puis les données que vous avez. La Carmentine d'Amérique en français. Voilà. Parfait, merci. Ben, je vais entrer en contact avec vous là, pour ouvrir le canal de communication. Merci beaucoup. Merci. Oui, est-ce que j'allais juste dire que je vois dans les commentaires qu'il y a beaucoup d'intérêt de savoir plus sur le statut des ICO et on va passer cette information et se demande à nos partenaires à Oiseaux Canada. Je pense que ça serait une très bonne idée et c'est très important, oui, qu'on informe les intervenants qui travaillent déjà sur ces sites. C'est très, je ne sais pas pourquoi vous ne savez pas déjà comme tout sur le processus, mais on va essayer on va changer cette situation. Je vois aussi qu'il y a plusieurs commentaires sur les partenariats avec des communautés autochtones. Je pense, je ne sais pas si vous pourriez donner un mot sur la présentation que vous avez faite avec justement des communautés au niveau national. Ah, vous parlez à moi? J'ai pas entendu mon nom. Oui, comme j'ai dit dans les commentaires aussi, on a plusieurs partenariats à l'échelle nationale, mais ce n'est pas vraiment à cette échelle qu'on peut travailler bien avec les communautés autochtones. Alors, mais on peut avoir du advice, et c'est pour ça qu'on a eu 2 ateliers nationaux avec des communautés autochtones. Il y avait 120 personnes qui étaient enregistrées et on a juste écouté. On leur a présenté qu'est-ce que c'est les KBA. C'est, comme j'ai dit, c'est un outil global, un top-down outil qui est vraiment basé sur les valeurs écologiques et pas les valeurs autochtones. Je pense que ça ne pourrait pas vraiment être possible d'avoir un standard global avec des valeurs autochtones qui sont très liées à des communautés, au terrain où habitent les gens, mais on voit que c'est pas suffisant d'avoir seulement des valeurs écologiques qu'on pense à la conservation. Alors, pour ça, on a présenté les KBA, on leur a demandé est-ce que c'est utile, comment ça pourrait être utile, comment est-ce que vous voulez contribuer ou collaborer. Et ils nous ont donné beaucoup de réponses intéressantes, mais c'est surtout à l'échelle des sites qu'ils ont de l'intérêt à contribuer, à parler, à être partie de la conversation pour créer des limites pour les sites. Et avec cette information, on a des reports aussi que je pourrais partager avec vous. On travaille site par site, mais ça prend beaucoup de temps. Et on est une petite équipe, alors, mais on fait de notre mieux pour communiquer avec chaque communauté autochtone autour de chaque site. Et leur demander s'ils veulent participer. On doit identifier les sites en premier parce que ça ne vaut pas la peine de leur dire « OK, on fait des KBA, mais il n'y a pas de KBA dans votre vicinité. » Alors, on les identifie en premier parce qu'on a besoin d'utiliser ces valeurs écologiques pour identifier les sites. Et après ça, on va aux communautés, on leur montre que, oui, vous savez, mais déjà, mais on a identifié avec les données qui sont disponibles à nous qu'il y a des valeurs très, très importantes au niveau mondial ici. Est-ce que vous voulez parler à nous? Est-ce que vous voulez participer dans le processus? Alors, c'est un peu comme ça que ça arrive. Jusque-là, on a travaillé plus avec les communautés à l'ouest, à Yukon, en Colombie-Britannique, mais c'est un travail qui se développe et on met de plus en plus de ressources sur ces activités parce que ça prend beaucoup de temps et de ressources et c'est très important pour nous. Si je peux ajouter, Clara, là, aussi au Québec, on est en communication avec l'Institut de développement durable des Premières Nations du Québec-Labrador. Puis, là, comme vous pouvez vous en douter, c'est un institut qui est vraiment sursollicité de part et d'autre, puis qui n'ont pas beaucoup de moyens pour pouvoir traiter toutes les demandes qu'ils reçoivent. Donc, l'accord qu'on a avec eux, c'est comme Clara l'a dit, identifier les KBA, puis ensuite aller vérifier avec eux, puis initier des discussions communautés spécifiques pour chacune de nos KBA, puis chacune des régions où est-ce qu'on a ça.
Je pense que nous, on pourrait rester encore quelques minutes s'il y a d'autres questions. S'il n'y en a pas, on a terminé l'heure prévue. Donc, on va rester encore quelques minutes, voir s'il y a des questions qui arrivent par chat ou en personne. Et puis, sinon, on va terminer là pour aujourd'hui. J'ai écrit dans les conversations mon adresse courriel, donc n'hésitez pas à le noter puis à m'écrire si vous avez des questions sur les KBA au Québec. Dans l'invitation aussi, il y avait nos adresses courriels à Chiara et à moi. Donc, pour ceux qui partent, merci beaucoup pour votre participation et bonne journée. Oui, allô? Encore moi. Parfait. Ouais, tantôt, je ne me suis pas présenté, c'est Benoît Jobin au Service canadien de la faune d'Environnement Canada. C'est le plaisir il y a déjà beaucoup d'exercices de planification de la conservation qui ont été faits au Québec et ailleurs au Canada, où des sites prioritaires ont été identifiés en utilisant les mêmes données sur des PNQ, données d'oiseaux et autres. Là, je comprends qu'il y a des critères spécifiques pour identifier les KBA, mais est-ce qu'il va y avoir une espèce de rang donné aux KBA en fonction de pas de leur statut, mais de leur cote de priorité, mettons, parce qu'il y a des sites qui sont désignés habitats essentiels pour certaines espèces en péril au fédéral, c'est des sites prioritaires pour la planification de conservation de la nature, etc., où les KBA vont tout être sur un même niveau, puis qu'au final, on va peut-être avoir une carte semblable à ce qui existe déjà à bien des endroits. L'idée des KBA, de l'outil, c'est vraiment d'offrir une couche d'informations supplémentaires. Donc, cette information-là peut superposer d'autres informations sur des territoires d'intérêt, puis peut-être renforcer l'importance de certains sites. Je dirais que l'avantage de cet outil-là, à comparer à d'autres, c'est que vu que c'est un critère global qui est utilisé de la même façon mondialement, et ça permet quand même une certaine reconnaissance des sites qui sont identifiés comme un KBA. L'idée, c'est d'offrir une couche d'information quantitative et uniforme, là, où la même méthode est toujours utilisée. Parce qu'on sait bien que sinon, il y a beaucoup d'outils qui existent. On est conscient que c'est un autre, mais il y a beaucoup d'outils aussi qui sont très localisés, qui sont utilisés seulement dans une province ou juste au niveau du Canada. Donc, c'est l'avantage de cet outil-là. Ouais, il y a quand même un effort pour rassembler, parce que l'outil a été développé en prenant en compte d'autres outils qu'il utilisait. Fait qu'il y a un effort qui est fait pour rassembler différents outils sur le même toit, mettons, là, que ça devienne qui a été la transition des ICO vers les KBA. Il y a aussi la transition des zones importantes pour les plantes. Des zones importantes pour les plantes, des zones Zero Extinct, je pense. Et puis d'autres sortes d'outils mondialement qui avaient été développés pour certains groupes taxonomiques. Puis là, c'est tout en évaluation pour devenir des KBA. Okay. Mais l'idée, c'est que ça devienne une base de données. On peut le voir un peu comme la liste rouge des espèces en péril de l'Union internationale de conservation de la nature, mais pour des sites. C'est ça. Un label de plus sur un site, puis ça va suivant un processus mondial. Ça, c'est bien. Puis là, j'en profite, j'ai encore une autre question. Le Canada, par rapport aux autres pays, comment il se situe? Est-ce qu'on est en retard ou on est en avance? On est vraiment en avance. Alors, ça a été publié, le standard mondial sur les KBA a été publié en 2016.
Et on est le premier pays d'avoir un processus national pour identifier toutes les KBA pour tous les groupes taxonomiques et écosystèmes à travers tout le pays. Alors, on travaille beaucoup avec le secrétariat global, mais on est à l'avance. Alors, on partage beaucoup nos outils avec eux, on partage nos données, pas nos données, mais nos résultats, nos expériences. On aide des autres pays, on participe dans des ateliers globaux pour comment est-ce que ça marche. Il y a des ajustements des fois à faire, pas seulement pour les critères pour les espèces, mais surtout pour les critères pour identifier les KBA pour les écosystèmes. On a un processus avec beaucoup de partenaires universitaires à travers le pays, avec des experts en intégrité écologique pour savoir comment est-ce qu'on peut, sont quoi les indicateurs au niveau national qu'on peut utiliser pour savoir sont où les sites avec le plus haut ecological integrity au monde. Et on est les leaders globaux sur des choses comme ça. Bon. Bravo. Merci. C'est une grande collaboration. Ben, merci à tout le monde pour avoir participé à la rencontre, pour les questions. Et encore une fois, je sais que je me répète, là, mais n'hésitez pas à m'écrire.